Bonsoir à tous, merci pour votre présence ce soir, comme de nombreux autres soirs. Donc le sujet du jour sera en lien aussi avec la prochaine conférence qui portera sur l'environnement, puisqu'on va s'intéresser à des processus de marchandisation d'un ensemble de choses qu'on pouvait considérer jusqu'à il y a encore peu de temps comme des services publics ou des biens communs. Je vais... alors, le titre était... On me demande toujours le titre plusieurs mois à l'avance, donc j'avais donné quelque chose d'assez large. Je vais plus précisément parler d'enseignement supérieur plus que d'éducation en général. Hein. J'ai gardé le titre qui était mentionné dans le programme, mais je vais vraiment me focaliser sur l'enseignement supérieur et le lien entre enseignement supérieur et recherche ce soir. Alors, je vais commencer par un petit préambule. D'abord, pour une fois, je vais essayer de respecter les horaires qui m'ont été donnés. Je vais commencer par un petit préambule qui pourrait s'intituler « Et si c'était possible en France aussi ». C'est un préambule très personnel lié à mon expérimentation régulière de déjeuners dominicaux et familiaux, en même temps que mon expérience de chercheur. Alors, je vais commencer par le plus sérieux, mon expérience de chercheur. De manière assez étonnante, mais même si c'est une question sur laquelle je reviendrai dans 3 semaines, je crois que ça doit être ça, sur la question environnementale, je suis souvent interpellé en tant que chercheur critique, puisque je ne m'en cache pas, je suis effectivement un chercheur critique, avec tous ses défauts, mais je suis régulièrement interpellé sur le fait que j'aurais tendance, comme de nombreux autres collègues critiques, à exagérer une réalité et aller bien au-delà, et à notamment faire partie de ceux qui font des prophéties funestes et funèbres. Et je suis régulièrement taxé, avec d'autres collègues, d'exagérer les avancées du néolibéralisme en France, et des processus de marchandisation qui seraient à l'œuvre. On y reviendra, ça peut être lié aussi à un usage inconvenant de ma part de certains termes, comme néolibéralisme, marchandisation. Et vous voyez, c'est à l'occasion d'un colloque dans lequel on avait été assez violemment attaqué avec une collègue sur mais vous fantasmez le néolibéralisme, la néolibéralisation, la marchandisation de la nature. Et dans 3 semaines, je vous montrerai comment ces processus, on peut les analyser à travers notamment le ressenti des acteurs de terrain, puisque c'est ça que je vous présenterai dans 3 semaines, comment des gens qui travaillent sur le terrain ressentent les changements dans les politiques publiques, dans les logiques de financement, etc. Et c'était le thème dont je souhaitais parler à la base, et puis quand on m'a demandé de faire 2 interventions, très logiquement, en plus au moment où on me l'a demandé, on était nous en plein mouvement contre la loi ORE à l'université, je dis on va faire aussi quelque chose sur la marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que c'est d'actualité. Et on va voir s'il y a ou pas une tendance à transformer l'enseignement supérieur et la recherche en marchandise. Vous verrez que la réponse va très vite puisque c'est dans des textes officiels. D'un point de vue plus personnel, on va dire moins professionnel et moins rigoureux du point de vue scientifique que ce que je vous montrerai ce soir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats dans ma famille qui est plutôt traditionnellement à gauche. Je pense que les options politiques que je défends sont relativement claires depuis que je fais des conférences ici. Et on a beaucoup de débats sur la politique menée actuellement par le président de la République. Et régulièrement, la question est de savoir si, oui ou non, on est dans une forme de transformation néolibérale qui irait dans le sens de ce qu'on a pu voir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Et à cela, en règle générale, j'ai 2 arguments, dont le premier est relativement solide, il est empirique, mais il suffit de lire le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est une chose qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est que sur de très nombreux points, il met en application ce qu'il avait annoncé. J'avoue que quand je sors du cercle familial et que c'est pour en discuter avec des collègues universitaires, je suis assez surpris de voir que peu d'entre eux avaient pris le temps de lire les programmes des différents candidats sur l'enseignement supérieur et la recherche. Or, les réformes qui sont en cours étaient annoncées. Il n'y a pas de surprise en réalité. Si surprise il y a, c'est pour ceux qui ne s'étaient pas tenus au courant. Alors on verra que, bien entendu, on en sait maintenant un peu plus sur le contenu précis des réformes qui sont mises en œuvre, mais les principes généraux étaient déjà dictés et on verra qu'il y a eu une sorte de Wikileaks de l'enseignement supérieur il y a quelques mois, puisque toute une série de mails qui circulaient entre
les conseillers du président, les conseillers du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont été diffusés, malencontreusement ou pas, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'on est aujourd'hui en possession d'un ensemble de mails, mais dont aucun n'est surprenant. Ils viennent juste mettre noir sur blanc des options de stratégie, de politique publique, qui étaient, encore une fois, clairement annoncées. Et on va voir quelles sont ces options stratégiques. Si je reviens plus à la sphère familiale, la question qui se pose, c'est souvent dans la logique du fantasme, du néolibéralisme. Un des grands trucs que j'entends ma mère dire, c'est mais non, mais ce que tu dis, ce n'est pas possible, pas en France. Et en règle générale, ce que je réponds à ma mère, c'est mais imaginais-tu il y a 10 ans que des gens mourraient dans les couloirs des urgences, faute de médecins pour les soigner, en France? Pouvions-nous imaginer cela? C'est-à-dire que cette détérioration des services publics, dont on nous dit parfois qu'elle est fantasmée, de très nombreuses personnes l'expérimentent au quotidien. La question est donc de savoir s'il est possible que nous allions en France aujourd'hui vers un système éducatif, on va dire à l'anglo-saxonne en général, et on va voir quels sont les signes avant-coureurs. Quant à savoir si c'est possible en France ou pas, il semblerait que de nombreuses choses que nous pensions impossibles soient malheureusement en train de se réaliser en France. Si je voulais continuer sur mon préambule, qui aurait pu imaginer que des gens manifesteraient et bloqueraient les routes pour pouvoir continuer à mettre du gasoil dans leur voiture plutôt que de réclamer la mise en place de services publics efficaces de transport en commun. Je vous avoue qu'habitant plus proche de la 750 et de la 75, que je prends très régulièrement, j'ai été surpris de voir des blocages à des ronds-points qui commençaient à l'Odève. J'habite en dessous de l'Odève, mais je vois bien comment toute la ligne l'Odève, Clermont-Lérault, etc. était touchée. Je me dis, c'est quand même dingue parce que je cours de temps en temps et il m'arrive régulièrement de courir sur des voies ferrées désaffectées. Et je me dis que ce serait pourtant tellement simple de manifester pour qu'on rouvre et qu'on remette en activité des voies ferrées qui nous permettraient d'éviter des bouchons, une consommation excessive de gasoil, etc. Mais ces questions environnementales, on y reviendra dans 3 semaines. Je vais donc en venir, après ce long préambule, j'ai déjà grillé une partie de mon temps sur ce préambule, mais qui me semble important pour bien voir dans quel contexte je vais parler. Ce qui fait que ce soir, je vais surtout présenter des chiffres, mais pas de manière trop barbante, enfin j'espère pas trop, mais on va essayer de s'appuyer sur des faits qui sont ce qu'ils sont. Alors, en introduction, ouais, c'est marrant, j'arrive à chaque fois ici avec quelque chose dans l'actualité qui correspond au sujet annoncé. Lundi, le Premier ministre a annoncé un ensemble de mesures qui visent à renforcer l'attractivité de la France en matière d'enseignement supérieur. On va voir que cette attractivité de la France en matière d'enseignement supérieur correspond à des logiques mises en place il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, liées à l'internationalisation et la mondialisation de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que la France n'a pas très bonne presse. Alors, on reviendra sur le détail de ces stratégies d'attractivité de la France comme terre d'accueil d'étudiants étrangers. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'une des premières mesures annoncées pour renforcer l'attractivité de la France à l'étranger pour l'enseignement supérieur, c'est d'augmenter les droits d'inscription pour les étudiants non français et non européens. On verra à quoi correspond cette augmentation des frais d'inscription. Que les étudiants français et européens se rassurent, leur tour viendra. Alors, si on remonte un peu en amont dans l'actualité, vous le savez très certainement pour la plupart d'entre vous, l'an dernier, la France a connu un mouvement plus ou moins important, suivant les villes et suivant les universités, très important à l'université dans laquelle j'enseigne, puisqu'on a été bloqué pendant plusieurs semaines, un mouvement de contestation de la loi ORE, Orientation et réussite des étudiants, loi qui est essentiellement axée sur la réussite en licence et qui avait comme objectif notamment la mise en place d'un nouveau processus d'inscription des étudiants à l'université, le fameux logiciel Parcoursup. On y viendra sur ce projet ORE. On a beaucoup focalisé l'attention sur Parcoursup, sur les processus de sélection
que le nouveau logiciel rend possible. Et si vous suivez l'actualité, et je n'en doute pas un instant puisque vous êtes là ce soir, c'est que ces questions vous intéressent, ces questions économiques et sociales, vous le savez, Parcoursup a suscité de nombreuses critiques, même si la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est félicitée des résultats. Pour beaucoup de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, syndiqués ou non, il reste un mystère dans l'évaporation de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, de bacheliers, qui ont disparu des radars et qui n'ont pas trouvé d'affectation, mais qui sont sortis en même temps des radars parce qu'ils ne sont plus passés par Parcoursup. On verra ce qu'il peut y avoir derrière cette loi ARE. Mais si on remonte un petit peu en amont et dans une histoire très locale, régulièrement on entend parler d'universités en grande difficulté, et vous, à Béziers, vous en avez entendu parler en 2013-2014, alors que l'université dans laquelle je travaille a annoncé la fermeture éventuelle du site universitaire du Guesclin que j'ai le plaisir de diriger depuis cette crise. Et que je dirigerai encore pendant quelques mois, je l'espère. Cette crise du centre universitaire du Guesclin illustre parfaitement l'évolution des politiques publiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Je rappelle le contexte, il manquait en 2013 1 million d'euros à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 pour boucler son budget annuel. Ce million d'euros correspondait au coût de l'antenne universitaire du Guesclin. Donc la présidente de l'université de l'époque, Madame Anne Fraisse, a déclaré, et elle a annoncé au ministère, ben voilà, si vous ne nous aidez pas, si vous n'abondez pas ces millions qui nous manquent, nous allons être obligés de fermer le centre universitaire du Guesclin. Et cette fermeture correspondra exactement, de fait, en réalité, à ce qu'on nous demande. Et on y reviendra parce que l'un des paradoxes du mouvement actuel, c'est qu'on a un ensemble de politiques qui sont mises en place au niveau national, mais qui ont été progressivement déléguées aux universités elles-mêmes. En fait, c'est aux universités, et on va le voir, aux universitaires qu'on demande très souvent de faire le sale travail. Et tout cela, c'est possible depuis 2007. Et la loi LRU, de réforme et d'autonomie des universités. Cette loi nous a donné plus d'autonomie financière. Et au début, je dois dire que de très nombreux présidents d'université, et la plupart des présidents d'ailleurs d'université à l'époque, étaient favorables à cette loi LRU. En nous donnant plus d'autonomie, dans un contexte de raréfaction des financements publics, de nombreux présidents d'université y ont vu l'occasion, du coup, d'aller chercher des financements privés, notamment parce que la loi LRU nous permettait de monter des fondations qu'on ne trouvait jusque-là pas dans le système universitaire français, mais qui est familier aux anglo-saxons, hein, très simplement, pour monter une fondation universitaire, il suffit de trouver de généreux donateurs, on place des fonds, et on utilise les intérêts liés au placement de ces fonds pour financer un ensemble d'activités, d'enseignement, de recherche, etc. Donc de nombreux présidents d'université qui commençaient à être dans des difficultés financières, on dit bah oui, c'est une bonne chose pour nous, on va pouvoir trouver de nouvelles sources de financement. Et on verra du coup comment cette loi LRU, hein, pour remonter vraiment dans le temps, a favorisé l'intériorisation du fait que le désengagement progressif financier de l'État s'accompagnait d'une autonomie accrue, à charge pour les universités de trouver les moyens qui pouvaient leur manquer. Ceci dit, au moment du vote de la loi LRU, de nombreux présidents d'universités n'ont pas tout de suite saisi les mécanismes qui allaient être mis en place. En fait, en 2007, l'État a estimé le besoin de financement de chaque université, a dit voilà quelle sera votre enveloppe. Votre enveloppe annuelle pour les années à venir. Et en fait, de très nombreux présidents d'université s'étaient dit oui, cette enveloppe, bien entendu, augmentera progressivement. Plus on aura d'étudiants, plus nos enseignants vieilliront, et donc plus il faudra les payer parce qu'on a des changements de grade réguliers. Tout le monde pensait que, bien entendu, l'argent serait régulièrement, les budgets seraient régulièrement revus à la hausse par l'État. Mais l'État n'en a rien fait. Et c'est ça qui a conduit des universités comme l'université Paul-Valéry, 6 ans après, en 2013, à se retrouver avec un déficit d'1 million d'euros. Déficit lié tout simplement à ce qu'on appelle le glissement. Ce sont des glissements techniques, hein, très simples. Les personnels gagnent en expérience, ils montent d'échelon, ça coûte plus cher à l'université. Et quelle est la seule solution pour l'université? On y reviendra. C'est de geler des postes. En fait, on profite du départ à la retraite d'un collègue, qui donc du coup est très bien payé, on gèle le poste, et on dit, grosso modo, en moyenne, un enseignant à l'université, ça doit coûter aux alentours de 50 000 € une fois qu'on a toutes les charges, hein, en moyenne. Hein.
et ben, quand vous avez un enseignant qui part à la retraite, il doit être aux alentours de 60-65 000 euros brut annuels. Si on transforme ça en heures complémentaires qu'on va donner à des vacataires, ça se réduit finalement à peine à 20 000 euros chargés. Donc on fait une économie du simple au triple ou du simple au quart. Donc voilà comment on fonctionne et on verra comment on a pris l'habitude de fonctionner avec des bouts de chandelle. Cette autonomie financière s'accompagne en même temps d'un changement de gouvernance. On y verra, ça c'était un signe avant-coureur de ce qui est en train de mettre en place. On a réduit le nombre de gens présents dans les conseils d'administration des universités. En fait, on a réduit le nombre de représentants des personnels et des enseignants en augmentant le nombre de représentants de la société civile et du monde industriel et économique. Nous y reviendrons. Mais là, encore une fois, je reviens sur des choses qui sont en place depuis un certain nombre d'années. Et en même temps, une autonomie dans la gestion des personnels. On a dit qu'on allait se mettre à évaluer les enseignants-chercheurs. Encore une fois, c'est pour préciser le cadre général. Un enseignant-chercheur a son temps partagé pour moitié entre l'enseignement et la recherche. On considère que pour une heure de cours, il y a 3 heures de travail, préparation des cours, correction des copies, etc. Donc pour avoir nos 1600 heures annuelles, on considère que nous devons faire 192 heures de cours en présence devant les étudiants. Et avec la loi LRU est arrivée l'idée que finalement, notre temps est censé se partager entre enseignement et recherche et qu'il fallait évaluer pour savoir si on était vraiment des chercheurs et des bons chercheurs. Et on a commencé à évoquer l'idée qu'il fallait évaluer les enseignants et puis que du coup un enseignant qui ne serait pas un assez bon chercheur, on pourrait lui faire 2 fois plus d'enseignement. Donc le passer de 192 à 384 heures pour le même salaire. Et de très nombreux présidents d'université se sont dit mais ça c'est une très bonne chose parce que du coup on pourra proposer à des collègues dans une phase où ils ont envie de faire moins de recherche, de pouvoir faire plus d'enseignement, ou alors quand ils ont envie de faire plus de recherche, de faire un peu moins d'enseignement. C'était très surprenant, hein, j'entendais vraiment des présidents d'université, peut-être naïfs, hein, ou je ne sais pas, ou très enthousiastes, en 2007, au moment du vote de la loi LRU, qui pensaient que ce serait une véritable liberté en plus. Et ça, on y reviendra. Hein. L'idée d'autonomie des universités, de plus de liberté pour les présidents, plus de liberté pour les enseignants-chercheurs, dans le choix des formations qu'ils délivrent, dans la manière dont ils les délivrent. On va voir hein, l'appel d'air qu'il y a eu pour les formations dématérialisées, la numérisation de l'enseignement, plus de modulation dans nos services, etc. Tout ça a été vu comme une avancée, hein, et quelque chose de très positif par de nombreux présidents d'université, par certains syndicats. Bon, bien entendu, il y avait des râleurs qui se sont mis en grève pendant plusieurs semaines, et qui disaient, mais là on est en train de mettre le doigt dans un engrenage dont on ne sait peut-être pas exactement où il mène, mais dont on voit où il l'a mené ailleurs dans le monde. Et on risque de se retrouver très rapidement dans des difficultés financières. Tout simplement parce que certains avaient fait les comptes et qui voyaient vers quoi on se dirigeait. Mais la loi LRU et les réformes qui sont en cours sont en réalité le reflet d'une histoire encore plus longue. Ces changements qui surviennent aujourd'hui dans l'enseignement supérieur français, l'autonomie des universités, la sélection à l'entrée des universités, l'augmentation des frais d'inscription, tout ça d'une certaine manière était inscrit hein, dans un processus historique qui commence au milieu des années 90. Et ça, ce sera l'objet de la première partie de l'exposé que je ferai ce soir. Et dans un second temps, je reviendrai sur les arguments qui sont avancés pour venir justifier ce qui est en train de se faire. Alors oui, voilà, bon, je ne vais pas vous avez au relevé de chiffres, mais vous voyez, pour avoir déjà une première idée, vous avez ici la courbe en jaune de l'évolution du coût hein, affecté par chaque étudiant à l'université. On voit comment il a augmenté, comment il est en train de descendre, et on va essayer de comprendre pourquoi ce coût par étudiant tend à baisser aujourd'hui. Mais je vais rapidement passer sur cette diapo, j'y reviendrai par la suite avec d'autres chiffres. On va le voir, poser la question de la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation en général en marchandise revient à interroger le néolibéralisme. Et pour préciser un petit peu ce que je disais en préambule, on va utiliser des termes qu'on essaiera de préciser aussi dans 3 semaines, un peu confus. Un peu confus parce qu'il n'y a pas d'accord entre les chercheurs pour définir précisément ce que c'est que le néolibéralisme, et en plus parce qu'il y a des processus spécifiques à chaque société, hein, en fonction de son histoire politique et sociale. Ce qui fait qu'en fait, il est plus judicieux de parler de formes du néolibéralisme ou des néolibéralismes au pluriel. Un néolibéralisme américain, un néolibéralisme anglais, pardon, un néolibéralisme allemand, et maintenant un néolibéralisme français.
Néanmoins, il y a un ensemble de marqueurs. Et la question qu'on va se poser ce soir, c'est de voir si finalement on retrouve ces marqueurs. Parmi ces marqueurs, il y a des processus de rationalisation économique du monde, et notamment de rationalisation des comportements des acteurs. Et ça, c'est une des marques de fabrique du néolibéralisme, c'est la mise en place d'un ensemble de processus qui imposent que les uns et les autres respectent les logiques de la concurrence, y compris lorsque leurs activités ne les mettent pas directement dans une logique de concurrence. Et l'un des marqueurs du néolibéralisme, on va le voir, ça a été d'importer un ensemble de marqueurs des logiques de la concurrence dans le fonctionnement des services publics. Ça a commencé par le milieu associatif, ça s'est transféré ensuite à la logique de fonctionnement des services publics. Et ce processus de rationalisation passe déjà par quelque chose de très simple. Il y a une raréfaction des ressources publiques, enfin une raréfaction des ressources publiques, on verra, qui est très relative, parce que de fait, les dépenses publiques diminuent peu. Et on verra que les dépenses publiques dans l'enseignement supérieur et la recherche n'ont pas diminué au cours des dernières années. Pourtant, ces dépenses, on verra, auraient dû augmenter. Et donc, en fait, la baisse des dépenses publiques est relative à un ensemble de besoins, notamment parce que le nombre d'étudiants augmente. Et si les dépenses publiques d'enseignement supérieur et de recherche n'augmentent pas au même rythme que les étudiants, on verra, c'est-à-dire que la dépense par étudiant, comme on le voit sur le graphique précédent, cette dépense par étudiant, forcément, elle baisse. Et si la dépense par étudiant baisse, la qualité du service public baisse. Enfin, en même temps, du coup, et là on voit bien la logique de rationalisation des services publics, on nous demande de faire mieux avec moins de moyens. Et on verra que, par exemple, on nous explique que l'une des meilleures solutions pour faire mieux avec moins de moyens, c'est de ne plus faire cours. Enfin, pas vraiment de ne plus faire cours, d'enregistrer nos cours et de les diffuser. Voilà. C'est la numérisation de l'enseignement supérieur, et on verra ce que ça peut donner. Donc, ça nous oblige à adapter des comportements plus efficients. Cette raréfaction des ressources publiques, ça nous est imposé. Et en même temps, paradoxalement, et ça permet aussi de comprendre pourquoi les dépenses publiques ne diminuent pas tant que ça, c'est que le néolibéralisme, c'est en même temps plus de marché et plus de bureaucratie. Et c'est ce qui conduit à créer un climat assez confus dans lequel, en même temps, il y a moins de services publics, mais toujours autant d'impôts, moins d'intervention de l'État, mais toujours autant de bureaucratie, ce qui génère des mécontentements qui, eux-mêmes, on le voit avec les Gilets jaunes, partent dans tous les sens. Et finalement, les acteurs qui sont confrontés à ces réformes néolibérales sont confrontés au fait qu'on leur dit « mais si, on vous donne autant d'argent qu'avant, mais on vous demande de faire autrement, mais en même temps, on vous demande de remplir plus de paperasse, etc. » C'est en même temps, donc, on va garder cette idée globale-là, d'un désengagement paradoxal de l'État. Désengagement de l'État en tant que producteur de biens et services publics, en tant que financeur des biens et services publics, mais pas un désengagement de l'État en tant que contrôleur d'un ensemble de procédures. Et on verra justement comment ça se manifeste. En fait, là, je suis en train de vous donner un ensemble de marqueurs dont on va voir qu'on les retrouve, qui sont identifiés par la recherche, aux États-Unis, en Allemagne, au Guatemala, en fait, un peu partout dans le monde, tous ces marqueurs du néolibéralisme. Et on va voir comment on les retrouve dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Du coup, quand on parle de marchandisation, de privatisation, de libéralisation, on se retrouve avec des termes assez confus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. On verra dans 3 semaines qu'on ne peut pas dire qu'il y a une marchandisation non plus de l'environnement, dans le sens où tout ne passe pas par le marché. Non. Mais il y a un recours accru, sinon au marché, du moins à des logiques marchandes. Et ça, ce sera une interrogation ce soir et en même temps dans 3 semaines. Faut-il qu'il y ait du marché et des marchés concrets pour que nous adoptions et nous soyons soumis à des logiques marchandes? Ça, c'est une question très, très intéressante qui est soulevée par Michel Foucault dans les années 80, quand il commence à s'interroger sur le néolibéralisme, et qui montre comment, justement, le néolibéralisme est bien un processus d'intériorisation d'un ensemble de contraintes et de manières de fonctionner. En même temps, cette intériorisation, on y reviendra, peut semer le trouble. Et encore une fois, on verra comment, justement, la manière dont ça sème le trouble vient, par exemple, même dans les milieux universitaires, qui sont censés être bien informés, qui sont censés être bien formés à la réflexion, aux réflexions qu'on va soulever ce soir. On verra, par exemple, comment la mise en place de Parcoursup, l'année dernière, a été perçue par de nombreux enseignants-chercheurs comme un scandale. On était en train de mettre en place une sélection à l'entrée de l'université,
et en même temps comme une solution au problème auquel on est confronté. C'est-à-dire que toute la force des réformes néolibérales, c'est de conduire les acteurs à adopter des outils, des procédures, des dispositifs qu'ils condamnent, mais qui leur permettent de s'adapter aux situations qui leur sont imposées. Et ce qui conduit, encore une fois, à des situations extrêmement paradoxales, situations qui sont d'autant plus paradoxales que nous avons peu d'espace de débat dans lequel nous avons le temps de développer notre pensée. On le sait tous, hein, la pensée est morcelée, elle est mâchée, prédigérée, elle est diffusée à l'échelle médiatique de manière extrêmement rapide, et il est rare qu'on ait le temps de développer, par exemple, le fait qu'un dispositif, Parcoursup, pouvait avoir des aspects positifs et des aspects négatifs. Non, il faut systématiquement se positionner pour ou contre. C'était assez surprenant. Nous, par exemple, on a été pris dans ce flot-là l'année dernière. Par exemple, dans mon université, à un moment, il y a eu une confusion. On considérait que les enseignants qui étaient contre Parcoursup étaient en même temps pour la grève et le blocage. Vous voyez, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on n'a plus le temps d'avoir de débat, plus le temps d'avoir de dialogue, et donc on n'a plus le temps de réfléchir à ce qui est en train d'être mis en œuvre. Et on verra que c'est comme ça qu'on se fait progressivement avaler. On verra notamment que la plupart des réformes qui sont mises en œuvre dans l'enseignement supérieur sont mises en œuvre par les universités elles-mêmes, tout simplement à travers des appels d'offres. Et on verra comment cette logique d'appel d'offres, dans laquelle se précipitent les universités, on n'a plus de moyens, donc il faut qu'on aille chercher de l'argent, et on verra que les conditions, par exemple, par contre, dans lesquelles on peut aller chercher de l'argent, nous conduisent à abandonner une partie de nos principes de service public. Autrement dit, pour faire survivre notre service public, nous sommes obligés d'en abandonner certains principes. Et ça, c'est toute la force du néolibéralisme, du coup, que de pouvoir dire, non, regardez, il n'y a pas moins d'État, il n'y a pas moins de ceci, il n'y a pas moins de ceci, il n'y a pas plus de marché. Là, on verra justement ce que sont précisément ces logiques marchandes. Et ensuite, surtout, on verra que du coup, il y a une logique, des registres de justification de ces réformes qui sont extrêmement confus. Hein, il y a des registres, on va le voir, qui s'appuient sur la théorie économique, directement. Et on verra que l'un des principaux conseillers de la réforme actuelle de l'enseignement supérieur, qui s'appelle M. Garrigou, qui est professeur des universités, c'est un économiste émérite, et qui a produit les fondements théoriques des réformes qui sont en cours. Et on verra comment la théorie économique vient justifier l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Mais en même temps, on verra que cette justification s'appuie sur un registre moral, un registre éthique, sur un registre pragmatique, etc. Et c'est l'une des difficultés avec le néolibéralisme, c'est justement la confusion des différents registres de justification. Et on verra que, du coup, ces registres de justification peuvent mettre en porte-à-faux les critiques eux-mêmes du néolibéralisme. Et ce qui rend la pensée extrêmement complexe et difficile à mener, et du coup, le débat difficile à mener. Donc, je vais revenir. Allez, il me reste une demi-heure pour bien présenter d'une certaine manière. En même temps, j'ai dit, je crois, j'espère, l'essentiel qui va nous permettre de comprendre les faits sur lesquels on va revenir. On va revenir sur cette idée d'enseignement, d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche comme marchandise. Est-ce que, à cause d'un vieux travers gauchiste, je fantasme ou pas cette marchandisation? Pour dire les choses très clairement, non. Ce n'est pas moi qui dis que l'enseignement supérieur, l'éducation et la recherche sont des marchandises comme les autres, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Autrement dit, c'est une institution à laquelle adhèrent la plupart des pays dans le monde, à laquelle nous adhérons, nous, France, à travers l'Union européenne, à laquelle nous sommes représentés. Et ce processus de marchandisation de l'éducation, dans son ensemble, de l'enseignement supérieur et de la recherche, bon après j'arrêterai de dire tout ça en même temps, mais commence en 1995 avec le début des négociations sur l'AGCS, c'est-à-dire l'accord commercial, enfin l'accord général sur le commerce et les services. Cette négociation sur la GCS va donner lieu, et peut-être que vous vous en souvenez, pour ceux qui sont pour les plus âgés d'entre nous, à l'époque, ça remonte maintenant à une bonne vingtaine d'années, l'une des principales manifestations, l'une des premières manifestations de cette AGCS portait sur la question des droits d'auteur et sur la question de l'ouverture de la culture à la concurrence internationale. Et c'est ce qui a donné lieu en France, par exemple, à la mise en place de dispositifs de politique publique pour la protection du cinéma, pour la protection de quotas de diffusion à la radio, à la télé, etc., d'œuvres françaises. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir, il y a eu une mobilisation effectivement artistique pour dire, mais non, la culture ne peut pas être une marchandise comme les autres, on ne peut pas s'ouvrir à la concurrence internationale comme ça. Pourquoi? Parce que veut dire s'ouvrir à la concurrence internationale dans le langage de l'OMC? Et signer un accord comme la GCS. Les traités que nous signons
Et les accords que nous signons auprès de l'OMC sont des accords de libre-échange qui supposent donc que l'État n'intervienne pas sur les marchés qui vont être ouverts. Ou en tout cas que l'intervention de l'État soit limitée et que l'État intervienne qu'un ensemble d'acteurs privés vont venir agir sur un marché. C'est en 1998 que les discussions autour de la GCS vont plus clairement s'ancrer sur la question de l'enseignement supérieur. Et on trouve, hein, vous le voyez, toute une série de textes, et quand on lit, voilà, c'est qu'à un moment, on va demander aux États, au gouvernement, de reconnaître l'existence de fournisseurs privés dans le domaine de l'éducation, de sorte que celle-ci puisse être traitée comme un service commercial et soit par conséquent assujettie au règlement en vigueur à l'OMC. Ce que nous dit cet extrême, comme le disent de très nombreux autres textes de l'OMC, c'est que, du coup, l'enseignement supérieur peut être considéré comme une marchandise comme les autres. C'est-à-dire un service produit par des acteurs publics ou privés susceptibles de faire l'objet d'un marché, de transactions marchandes pour lesquelles l'intérêt privé et la recherche de profit sont légitimes. Il se trouve qu'au même moment, au niveau de l'Union européenne, commence à se dessiner aussi une réflexion qui est marquée en 1998 par ce qu'on a appelé la déclaration de la Sorbonne. C'était quelques pays, les principaux pays européens fondateurs de l'Europe qui font cette déclaration de la Sorbonne, qui est suivie l'année suivante de la mise en place du processus de Bologne, c'est-à-dire la réflexion sur la transition de l'Europe vers une économie de la connaissance. Et ce qui marque la mise en place du processus de Bologne, c'est toute une réflexion sur comment l'enseignement supérieur, public et privé, la recherche, publique et privée, peuvent générer des innovations et une accumulation de capital humain, de capital de connaissances qui vont permettre à l'Europe de basculer définitivement dans le XXIe siècle dans un contexte de concurrence internationale accrue. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour l'Union européenne de penser sa propre transition dans une économie mondialisée. Et si on voit ici, hein, on a donc d'un côté l'OMC qui était en train de construire la mondialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en même temps l'Union européenne qui anticipait ça en prévoyant comment s'adapter à cette mondialisation. Forcément, l'Union européenne savait ce qu'on était en train de négocier à l'OMC, et on se projetait déjà là-dedans. Donc, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'en réalité, les lois qui ont été mises en place en France à partir du début des années 2000, la loi, par exemple, dite LMD, qui a été une loi d'harmonisation des systèmes de formation universitaire, licence, master, doctorat, prof correspondant à réalité, elle a mis en place un système européen. On nous a dit, dans le cadre du processus de Bologne, pour pouvoir avoir une Europe forte, il va falloir une Europe universitaire homogénéisée dans laquelle on va avoir les mêmes logiques d'évaluation, machin, etc., la même logique de comptabilisation de ce qu'on appelle les ECTS, c'est-à-dire les crédits que les étudiants accumulent à chaque fois qu'ils passent un examen, etc., etc. Donc on est dans un processus d'homogénéisation et d'uniformisation des stratégies. Je veux dire par là que si on accepte l'idée que ce sont des processus internationaux et qu'on s'adapte à ces processus internationaux, il va de soi que si on accepte la marchandise, si on accepte la mondialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, en acceptant la marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous allons être obligés de nous adapter à la structure politico-socialo-économique des pays qui sont engagés dans cette marchandisation depuis bien plus longtemps que nous. Sans forcément aller vers un modèle à l'américaine, il va de soi qu'il va falloir admettre que les entreprises productrices de services d'enseignement supérieur et de recherche européennes, parce qu'elles vont rentrer en concurrence les unes avec les autres, et en concurrence avec les entreprises du même type, américaines, japonaises, etc., vont devoir adapter leur comportement. Car sur tous les marchés, ne survivent que ceux qui sont les plus efficients. Autrement dit, on le voit ici, un processus de mise en place de structures et d'institutions et de règles qui vont conduire les acteurs à intérioriser la logique de concurrence. À partir de la fin des années 90, on accepte de faire passer l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche dans le domaine de la marchandise, c'est-à-dire d'une possible concurrence. Alors avec différents types de logiques de mondialisation, j'en citerai deux, dont on entend régulièrement parler. Par exemple, la logique, on le voit ici, on peut avoir de l'enseignement à distance en ligne et de la mise en place de franchises. Cette mise en place de franchises
Vous la connaissez par exemple à travers la franchise Le Louvre. C'est à Abu Dhabi, me semble-t-il. Mais également de la Sorbonne. C'est-à-dire que on ouvre des antennes de nos universités, de nos musées, de nos domaines de la culture, OMC également, hein, GCS, hein, dans le domaine de l'enseignement supérieur, on va ouvrir des établissements, soit carrément des succursales, hein, de la manière comme le font les firmes multinationales, soit des succursales, soit des établissements sous franchise, soit, bien entendu, des logiques de partenariat. Par exemple, l'université Paul Valéry Monteil III a développé de très nombreux partenariats avec la Chine, avec de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, avec de nombreux pays du Maghreb, etc. Donc, différentes logiques. Hein, et bien entendu, ces différentes logiques correspondent à des impératifs marchands différents les uns des autres. Quels sont les arguments qui ont été justifiés, hein, et après, qui ont été avancés au niveau international. Et je reviendrai après sur les arguments qui sont avancés aujourd'hui en France. Les arguments, c'est que, et là on voit bien la logique, hein, il faut accepter la baisse des financements publics. Il faut donc chercher de nouveaux financements. Et la grande idée, l'une des grandes justifications qu'on trouve dans l'ouverture à la concurrence internationale, c'est que du coup, en attirant des étudiants étrangers, d'où l'importance, on y revenait en introduction, de l'annonce faite par le Premier ministre en début de semaine, il faut attirer des étudiants étrangers et les faire payer plus cher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les faire payer pour financer notre propre université. Il faut aller gagner de l'argent. Soit on va gagner de l'argent en vendant nos formations à l'étranger, par nos succursales, par des établissements sous franchise, ou alors en faisant venir les étudiants et en les faisant payer plus cher chez nous. Alors, vous le voyez, hein, ici, vers quoi se dirige-t-on? Très certainement vers la formule à l'américaine, ou à l'anglaise. Pour rester en Angleterre, la London School of Economics, 1150 livres sterling pour les étudiants européens, et 10 fois plus pour les étudiants étrangers. Même chose, ou presque, à Cambridge, ou au Canada. Des frais de 4 à 6 fois supérieurs à ce qu'ils peuvent être. Alors en France, bon, j'ai les chiffres plus loin, on verra, on passe du simple, enfin, je vous donnerai les chiffres précis tout à l'heure. On n'est pas encore sur ces montants-là. Mais attention, on n'est pas encore sur ces montants-là, parce qu'en France, nous ne sommes pas encore sur ces montants de frais d'inscription initiaux. En France, on verra, on est aux alentours de 170 et 284 € pour les frais initiaux. Je redonnerai les chiffres tout à l'heure. Donc, voilà la bonne idée. Un étudiant étranger qui paye 10 000 €, grosso modo, il paye les frais d'inscription, l'équivalent des frais d'inscription de 8 étudiants européens ou anglais à la London School of Economics. Et vous voyez comment on intériorise et on se dit on va aller chercher du fric ailleurs. Enfin, pardon, des ressources financières d'ailleurs. Où est-ce qu'on les trouve? Auprès des étudiants étrangers. C'est une source de revenus importante. Hein. On estime par exemple que les universités anglaises recueillent chaque année 2,5 milliards de livres sterling liés à ces inscriptions d'étudiants étrangers. En Australie, ça représente 15% des recettes universitaires totales. C'est colossal. C'est très difficile d'évaluer ce commerce. Hein. On estime qu'aux États-Unis, potentiellement, on serait à 50 milliards de dollars et 111 millions de dollars dans le monde, c'est hors États-Unis, c'est-à-dire grosso modo un marché de 160 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché colossal. Là, vous voyez, hein, si on prend les chiffres des 5 plus gros exportateurs, pour le moment, il y a une dizaine d'années, je n'ai pas trouvé le chiffre plus récent, on était déjà à une trentaine de milliards, hein, les États-Unis raflant l'essentiel. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de très important. C'est encore une fois, si on rentre dans une logique de mise en marché au niveau international, de concurrence, il faut savoir qu'on va être en concurrence avec des universités américaines qui, pour le moment, trustent la moitié du marché mondial. Elles ne sont pas en situation de monopole, mais elles contrôlent la moitié du marché mondial. Alors, parmi les autres arguments, hein, c'est une source de capital humain, etc. Alors, je vais passer rapidement sur cette question. Le premier. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est de la coopération quand on va travailler avec des universités étrangères? Est-ce que c'est du néocolonialisme, du colonialisme universitaire? Un des grands arguments qui est avancé. Et là, je reste vraiment au niveau des arguments. Hein. Je ne vais pas porter de jugement, ou là, je sortirai de mon rôle de chercheur en portant sur autre chose. Je sais ce que j'en pense, hein, quand je vois ce qu'on peut faire dans certains accords internationaux. Mais voilà ce qu'on nous dit. Et ce sont les arguments avancés à l'OMC, à l'OCDE, dans les institutions internationales qui défendent cette mise en marché. Ça consiste à dire, de toute façon, dans les pays pauvres, dans les pays en développement en général, il n'y a pas les moyens de développer des ressources universitaires. Donc le meilleur moyen, c'est que les gens viennent se former chez nous, ou alors qu'on aille nous les former chez eux, jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre, ils finissent par être indépendants, hein, dans leur logique
Vous savez, on fait exactement la même chose avec leurs ressources naturelles. On va les aider à les extraire parce qu'ils ne sont pas encore bien armés pour extraire ces ressources naturelles. Et puis un jour, ils seront indépendants quand il n'y en aura plus. C'est pareil pour leurs infrastructures routières, portuaires, comme le montre le succès de Bolloré. Enfin voilà, on voit ça. On voit comment ça marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même un pays pourtant intermédiaire, hein, un revenu intermédiaire, la Chine, pas un pays sous-développé, pas un pays en développement, mais un pays qui connaît aujourd'hui une croissance accélérée, a du mal à faire face, effectivement, à un nombre très élevé d'étudiants. Et c'est ce qui fait que la Chine est un marché colossal. On estime qu'il y a à peu près 560 000 étudiants chinois qui partent à l'étranger chaque année. On estime que sur les 40 dernières années, il y a 4,5 millions d'étudiants chinois qui seraient partis à l'étranger. Et pourquoi est-ce que j'insiste ici sur la Chine? Parce que du coup, ce marché colossal de plus de 560 000 étudiants potentiels partant à l'étranger chaque année, ce marché colossal, il est guidé en Chine, et comme dans de très nombreux pays, par un calcul coût-avantage simple. Lorsqu'un étudiant fait le choix d'aller faire des études dans un pays étranger, il regarde combien ça lui coûte et combien ça lui rapportera. C'est-à-dire qu'il faut bien pouvoir choisir sur le marché de l'éducation mondialisée vers quelles études je vais pouvoir diriger mes enfants, qu'est-ce qui sera le plus rentable pour eux, quelle sera donc la meilleure université dans laquelle aller. Alors ce qui est intéressant, oui, sur cette logique de marchandisation, j'ai il y a 3 ans maintenant un étudiant chinois qui, dans le cadre d'un master, nous avait fait un très intéressant mémoire sur les entreprises intermédiaires en Chine. C'est-à-dire, ce sont montées des entreprises qui proposent aux parents d'aller chercher pour leurs enfants en fonction de leurs moyens, de leurs ressources. Vous dites, voilà, j'ai tant, quel est le meilleur cursus pour mes aides, pour mes enfants, et l'entreprise se charge de l'ensemble des démarches, de vous trouver la meilleure université, machin, etc. Et ces meilleures universités, comment est-ce qu'on les connaît? On les connaît à travers le classement de Shanghai, qui était encore inconnu il y a quelques années, mais dont on entend parler même à la radio. Hein, quand le classement de Shanghai sort, on en parle sur France Inter. On dit sur une radio au grand public qui diffuse de l'information vraiment facile et grand public. Ce classement de Shanghai, qu'est-ce que c'est? Avant de voir ce que c'est, où sommes-nous? Bon, dans le top 20, 16 universités américaines, 3 universités anglaises, une université suisse. 20 universités françaises dans le top 500. Meilleure université française, la Sorbonne Nouvelle, qui est Sorbonne University, pardon, qui est 36e à ce classement. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce classement et à quoi il correspond? Eh bien, les critères sont les suivants. Et ce sont des critères qui se veulent objectifs pour pouvoir évaluer le niveau d'université. Le nombre de diplômés qui ont reçu un prix Nobel ou une médaille Fields, le nombre de professeurs qui l'ont reçu, le nombre de chercheurs les plus cités. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un enseignant est cité? C'est simple, maintenant il y a toute une série de moteurs. Nous, tous enseignants, on peut aller sur des moteurs de recherche pour savoir combien de fois on est cité, combien de fois nos articles sont cités, est-ce qu'ils sont très bien cités, est-ce qu'on a des étoiles, des machins, etc. Le nombre de publications dans les grandes revues scientifiques, Science et Nature, le nombre de publications rattachées à l'université, nous régulièrement nous demande de déclarer, on met en ligne, dès qu'on publie, ça vraiment c'est très important, donc dès qu'on publie, il faut qu'on indique sur le site internet de l'université qu'on a publié, c'est important pour la fac, c'est important pour notre labo, et c'est important non seulement pour le classement de Shanghai, mais c'est aussi important pour le classement de notre université, est-ce qu'elle est classée A, B ou C, et dans ce classe au niveau national, et comment est-ce que notre labo est classé A, B ou C? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça détermine les dotations par chercheur, par enseignant-chercheur, pour l'université et pour nos labos. C'est-à-dire que cette logique d'évaluation qui vient tout droit du classement de Shanghai nous permet d'évaluer les enseignants-chercheurs eux-mêmes, nos labos, nos universités. Bon, vous le voyez, on n'est pas très bien classé, mais heureusement que les fonds français donnés par l'État français ne dépendent pas du classement de Shanghai. Encore que, on va le voir. Et puis après, vous voyez hein, une division par des 5 critères par le nombre d'enseignants-chercheurs de l'établissement, ce qui donne un ratio. Alors ces critères de Shanghai, à quoi est-ce qu'ils conduisent? Très clairement, ça développe une pression, on le voit, qui tend à favoriser la recherche plutôt que l'enseignement. C'est clair, hein? Dans le rapport dans le classement de Shanghai, est-ce qu'il y a une quelconque référence à la qualité d'enseignement? Aucune. Ce n'est que de la recherche qui est évaluée.
Donc, une pression qui tend à mettre en avant la recherche plutôt que l'enseignement. Un impératif de publication. Vous avez vu, hein, il faut un grand nombre de publications rattachées à l'université. Et du coup, cet impératif d'avoir beaucoup de publications, ça incite les universités à fusionner, à se rapprocher entre elles, à atteindre une masse critique de nombre de chercheurs publiants, c'est-à-dire l'idée pour les universités, c'est je vais fusionner avec d'autres universités qui sont à proximité géographique pour faire une grosse université, et c'est comme ça, et c'est uniquement comme ça que la Sorbonne University, c'est en fusionnant, c'est en fait qui est le résultat de la fusion de plusieurs universités parisiennes, qui leur a permis de monter au 36e rang du classement de Shanghai, qui n'aurait pas été possible s'ils n'avaient pas fusionné. Donc on va chercher des effets de masse, on nous incite à publier le plus possible pour accroître le volume bibliométrique, et du coup, cette pression qu'il y a à la réorganisation des universités, la fusion des universités pour faire des grandes universités qui vont être visibles au niveau international, peut-être même visibles de la Lune, je ne sais pas, hein, comme la muraille de Chine, ça se traduit in fine par une pression qui est mise sur les enseignants-chercheurs. Et une pression qui est mise sur les enseignants-chercheurs à publier. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est pas faites de l'enseignement et faites du bon enseignement, c'est faites de la recherche et publiez. En réalité, on ne nous demande même pas de faire de la recherche. Soyons plus pragmatiques. On nous demande de publier. On nous demande de faire du chiffre, du volume. Et ça, c'est un mouvement qui était déjà, vous voyez la manière dont les choses se mettent en place, c'est dans la loi LRU, la loi de 2007, dite la loi Pécresse, dans la loi d'évaluation. Et donc, on va pouvoir dire, les bons chercheurs, ceux qui publient plus que les autres, on va leur enlever du temps d'enseignement, comme ça, ils vont publier encore plus. Et ceux qui n'ont pas, les enseignants, ces chercheurs qui n'ont pas assez publié, on va leur faire plus de cours. C'est eux qui s'occupent des élèves, les étudiants. Et les autres, ils s'occupent de produire, pour que le classement au niveau Shanghai monte et monte en permanence. Bon, bien entendu, hein, on nous incite en permanence. Au moment où ces dispositifs ont été mis en place, hein, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a un moment, on recevait quasiment toutes les semaines des mails nous incitant à nous rapprocher des entreprises, d'aller faire des petits déjeuners entreprises, des goûters entreprises, des afters entreprises, des vendredis Friday entreprises. En fait, nous inciter à aller travailler avec des entreprises pour être financés dans nos recherches et puis pour produire. Pour produire quoi? Si on ne produit pas des articles, alors que les entreprises savent très bien produire des articles, hein, on voit très bien comment l'industrie pharmaceutique sait très bien produire des articles pour les étudiants en médecine. Ou les articles clés en main que signent certains médecins pour pouvoir valider leur diplôme de fin d'année. Hein, quand vous travaillez avec des laboratoires pharmaceutiques, c'est une pratique très connue. Donc, travailler avec des entreprises pour déposer des brevets, pour machin, etc., pour faire des chiffres. Hein, tout ce qui peut être valorisé comme montrant et faisant voir notre université. Et du coup, ça a conduit à des logiques d'évaluation, d'individualisation des carrières, etc., qu'on ne connaissait pas sous cette forme-là en France. Alors, pour revenir sur les frais d'inscription, je vous disais, hein, la licence en France, 270 €, le master 243, ça doit être 170, la licence, me semble-t-il, doit y avoir une erreur, 380 pour le doctorat. Pour la licence, maintenant pour les étudiants, vous le voyez, ah bah si, en fait, on a fait une grosse bascule, on a multiplié par 10. 2770 pour une licence, c'est ce qui est annoncé hein, lundi, ce qui a été annoncé lundi, 3770 pour les masters. Et l'idée, hein, l'argument qui a été avancé, l'un des principaux arguments, c'est de dire, bah oui, il faut qu'en fait ces étudiants payent au prix réel. Pourquoi? En fait, c'est ce qui couvre même pas le coût réel hein, de la formation. Et ici, on a à nouveau un argument moral qui est de dire, bah, c'est normal que les étudiants étrangers payent plus cher, puisqu'en France, l'enseignement est financé par l'État, donc par les impôts. Est-il normal que les impôts payés par les contribuables français viennent financer les études d'étudiants étrangers? Et la logique, la rhétorique qui est mise en place, c'est marrant parce que les contribuables français ne se posent pas cette question quand ils envoient leur enfant à l'étranger. De savoir si leur enfant, du coup, va bénéficier des services publics d'un autre pays, là où il va aller, de bénéficier du système européen Erasmus, financé par le contribuable européen, etc. Donc, on le voit, un ensemble de tendances hein, qui nous renvoie à cette histoire du tiers du coût réel. Combien coûte un étudiant aujourd'hui? Environ 10 000 €. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus dans le détail pour comprendre ces logiques de marchandisation. On le voit, on évalue le coût d'un étudiant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on évalue le coût de sa formation, ce qu'il coûte à la société? C'est marrant de dire le coût d'un étudiant, de dire l'investissement dans un étudiant. On pourrait utiliser une autre terminologie pour parler de l'enseignement supérieur, dire qu'on investit dans le futur. Non, on parle de coût. Alors, un étudiant coûte en moyenne 10 210 € hein, par an.
Ça, c'est les chiffres qu'on peut obtenir. Mais il coûte 15 110 € dans une classe préparatoire aux grandes écoles. C'est-à-dire 50% de plus que la moyenne. Dans une université, dans une fac de lettres et sciences humaines, comme l'université Paul-Valéry Montpellier 3, il coûte 3 600 €. Enfin, on dépense 3 600 € pour lui. Et dans les grandes écoles, on dépense allègrement 20 000 € par étudiant. Pourquoi de tels écarts de dotation? Qu'est-ce qui permet d'arriver à ça? Ben, tout simplement, le taux d'encadrement, c'est-à-dire combien d'enseignants, pour combien, ça c'est une des premières règles de base, combien d'enseignants devant les étudiants. Ben, bien entendu, dans une classe préparatoire, quand vous avez le même enseignant qui fait cours devant 25 étudiants et qui, le lendemain, peut faire cours devant 450 étudiants dans un amphi, forcément le coût par étudiant est bien plus faible. Mais on voit ici quelque chose de très important, c'est que il y a de très fortes inégalités en France dans l'affectation des fonds publics destinés à l'enseignement supérieur. Un étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles bénéficiera d'un financement public 5 fois supérieur à celui d'un étudiant dans une université de lettres et sciences humaines. Alors bien entendu, on en a tous entendu parler, tout le monde a déjà entendu parler de Bourdieu, des logiques de reproduction, etc. Et effectivement, la France est régulièrement pointée du doigt, et ça c'est un argument qu'on entend de manière très récurrente. L'enseignement en France serait l'un des plus coûteux de l'OCDE, et en même temps celui qui générerait le plus d'inégalités. Et ça, c'est fait partie des arguments de rhétorique qui sont avancés depuis une petite dizaine d'années, et plus récemment par des gens comme Philippe Aghion, l'un des conseillers économiques d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, qui dans un des derniers bouquins qu'il avait sorti avec Cohen et Seth, juste avant la campagne de Macron, expliquait, voilà, on a bien un problème dans l'enseignement supérieur. Il coûte cher en France, parmi les plus coûteux de l'OCDE, et en même temps c'est celui qui génère le plus d'inégalités. Autrement dit, c'est un système qui nous coûte cher et qui ne remplit pas ses objectifs républicains. Au lieu de se demander comment faire en sorte qu'il rende plus aisément ses services publics et qu'il réponde aux impératifs républicains, l'idée c'est du coup, puisque le système ne fonctionne pas, il faut en changer. Ça c'est quelque chose de très récurrent. On asphyxie les hôpitaux, et à un moment ils ne marchent pas, et on dit la maternité dans ce service elle ne fonctionne pas. Donc il faut la fermer. C'est toujours cette même logique. C'est un moment de dire, on met les services publics en difficulté, en ne leur donnant pas les moyens de remplir services publics, au nom de les rendre plus efficaces. À un moment on dit, voilà, ces services publics, on leur a dit, il faudra faire un peu mieux avec un peu moins, vous n'en êtes pas capable, c'est donc que vous n'êtes pas capable de survivre dans ce monde qui est nôtre et dans lequel il faut faire face aux impératifs qui s'imposent à nous. Donc, on a un système très inégalitaire, etc. Donc, je passe ça en détail, ce sera sur Internet pour ceux qui sont intéressés, je peux vous les donner par mail. Ce qui est intéressant, c'est que l'une des rares formations dans lesquelles on a à peu près d'égalité, c'est les BTS. C'est l'enseignement supérieur technique, un peu moins dans les IUT, parce que dans les IUT, il y a une plus faible représentation qu'on pourrait l'attendre, des bacs professionnels et technologiques, qui doivent représenter à peu près, je crois, une dizaine % des étudiants en IUT, alors que c'était des formations qui leur étaient destinées à la base, etc. Mais il y a encore, vous voyez, formations courtes dans lesquelles on reste avec une représentativité des différentes catégories socio-professionnelles qui reste relativement bonne. Et bien entendu, par contre, dans les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, c'est-à-dire là où il y a les dotations les plus élevées par étudiant, c'est là en même temps qu'on retrouve les enfants des catégories socio-professionnelles les plus aisées. Autrement dit, ce sont les enfants des familles les mieux lotis qui se retrouvent les mieux lotis dans leur cellule familiale, qui se retrouvent en même temps les mieux lotis dans le service public. C'est-à-dire qu'on a un renforcement du processus générant des inégalités. À la base, j'ai un milieu dans lequel je suis mieux loti, je peux plus facilement prendre des cours particuliers, et je ne le développerai pas ce soir, mais dans les processus de marchandisation de l'enseignement supérieur, il y a bien entendu le développement de l'enseignement particulier pour pouvoir réussir les grandes écoles, et maintenant pour pouvoir intégrer l'université. Parce qu'on je n'aurai pas le temps de discuter de ça, mais dans le processus qu'il y a actuellement d'augmentation des frais de scolarité dans les universités, il y a aussi un renforcement de la sélection à l'entrée, par exemple, des masters, et on voit que de plus en plus, on va demander à un étudiant qui a une licence, pour pouvoir rentrer dans un master, d'avoir en même temps ce qu'on appelle un diplôme universitaire, qui est payant, qui est plus cher. Et pour réussir ce diplôme universitaire, souvent, il faut prendre un cours, en fait, il suffit de suivre des cours du soir, ailleurs, dans une boîte privée. On voit le développement de tout ça, de la même manière qu'on a vu au moment de la mise en place de Parcoursup,
que de très nombreuses entreprises étaient déjà prêtes à vendre clé en main aux parents l'accompagnement de leurs enfants sur Parcoursup. Et c'est très intéressant de voir comment, à chaque réforme de l'éducation, que ce soit la réforme du primaire, du maternel, du secondaire, etc., ou du supérieur, à chaque fois qu'une réforme est mise en place, c'est marrant, mais il y a déjà des entreprises qui sont prêtes à répondre aux besoins suscités par cette réforme. Donc, des inégalités qui sont liées à une répartition très surprenante des fonds alloués, et on le voit, les fonds ne vont pas au public les plus en difficulté au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, les étudiants coûtent-ils vraiment plus cher en France que dans le reste de l'OCDE? Non. On entend régulièrement que notre système universitaire est l'un des plus coûteux et qui générerait le plus d'inégalités. C'est faux. Vous le voyez, un étudiant, sur l'ensemble de sa scolarité, coûte en France à peu près 61 000 €. Il coûte beaucoup plus cher dans d'autres pays comme les États-Unis, le Japon, la Finlande, les Pays-Bas, etc. Donc le coût est différent. Bien entendu, la question qui se pose, c'est qui prend en charge ce coût? C'est ça la question. Quand on nous dit donc que l'enseignement supérieur coûte cher en France, il ne coûte pas plus cher qu'ailleurs, mais bien entendu, puisque en fait, il coûte plus cher à l'État, parce que c'est l'État qui majoritairement prend ça en charge. On retrouve ici les mêmes raisonnements qu'on avait déjà évoqués et que vous avez déjà très certainement entendu à propos de la santé. Les dépenses de santé ne sont pas plus élevées en France que dans le reste des pays de l'OCDE. Elle est même moins élevée que dans des pays comme les États-Unis. La question, c'est qui prend en charge ces dépenses? Oui, donc c'est pas tant qu'on dépense trop par étudiant, la question c'est qui dépense et qui paye. Et on voit que ce qu'on constate dans l'enseignement supérieur, comme on l'a constaté dans la santé au cours des précédentes décennies aux États-Unis, etc., il se passe la même chose, il commence à se passer la même chose que nous, c'est l'idée tout simplement que une partie de la population a les moyens de se payer cet enseignement supérieur, cette santé. Cette partie de la population le paye à travers ses impôts, à travers ses mutuelles, à travers des cours privés, des écoles privées, etc. Et cette partie-là de la population ne voit plus de raison de payer pour la santé, et l'éducation, et l'enseignement supérieur et la recherche du reste de la population. En fait, c'est à ça que ça renvoie. C'est une remise en question de l'impôt et de la solidarité instituée par l'impôt. Solidarité dont on voit ici qu'elle est déjà relativement faible, puis ceux qui bénéficient le plus de ce système de redistribution, ce sont déjà les catégories les plus élevées. Alors, si on regarde la situation, va-t-on vers une privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en France? On voit que la France, j'ai oublié de mettre, si on voit ici, voilà, on est là, on a la partie publique, ici, et la partie privée là. Et on voit sur cette partie privée, celle qui est liée aux dépenses d'entités privées, d'entreprises, etc., et celle qui est faite par les ménages. On voit qu'on fait partie des pays de l'OCDE dans lesquels le privé a la plus faible place dans les dépenses publiques. Notamment si on compare ça à la situation du Royaume-Uni, vous voyez, où les dépenses publiques de l'enseignement supérieur sont inférieures à 30% du total des dépenses d'enseignement supérieur. Donc, on pourrait se dire, oui, fantasme. Sauf que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut regarder la situation dans laquelle on est maintenant, ou les tendances, les évolutions? Or, si on regarde les évolutions, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'en France, au cours depuis 2010, la part du public diminue, l'engagement du public diminue, tandis que l'engagement du privé augmente. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a peu de privé qu'on n'est pas dans une logique de privatisation, et là pour le coup le terme peut être adéquat. C'est pas qu'on est en train de tout rendre privé, c'est juste qu'on laisse de plus en plus de place au privé. Bon, tout un tas de graphiques sur les inégalités. Quelles sont les justifications qu'il y a derrière? Je prends encore quelques minutes et après, allez, une petite dizaine de minutes pour finir là-dessus avant qu'on puisse échanger si vous le souhaitez. Je vous le disais tout à l'heure, de nombreux arguments qui sont avancés relèvent de la théorie économique et d'une pression mise sur différents acteurs. La pression est mise aujourd'hui sur les étudiants. La grande idée, c'est quoi? C'est que le système universitaire français coûte cher, ne réduit pas les inégalités, au contraire, il les accroît, et en plus, conduit les étudiants à faire des formations coûteuses qui ne débouchent pas sur de l'emploi. Ça, c'est un argument très fort, qui consiste à dire l'un des problèmes avec l'enseignement public est quasi gratuit. On le voit, 250, 300 €
pour s'inscrire en licence master, sachant qu'il y a tout un système de bourse, machin, etc. Un système de bourse, bon, qui était sur les graphiques, on voit que les taux de boursiers ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, etc. Nous, on fait partie des régions dans lesquelles on a beaucoup de boursiers. Le centre universitaire du Guesclin a plus de 60% de boursiers, etc. Donc il y a de fortes inégalités territoriales. La grande question, c'est de dire, ben voilà, finalement, ces étudiants à qui on fournit des études gratuites ne se posent pas suffisamment de questions sur les bonnes études qu'il faudrait faire. Et donc, une des grandes idées, c'est que trop d'étudiants, parce que les études en France sont quasi gratuites, trop d'étudiants suivraient des formations qui ne les qualifient pas pour aller travailler. Et donc, une des causes du chômage en France, ce serait que les étudiants ne se forment pas assez bien pour les métiers dont on a besoin, et en plus, comme ils ont un niveau de qualification élevé, quand ils se retrouvent au chômage, ils ne veulent pas faire les métiers qu'on leur propose et qui ne sont pas qualifiés comme ils le souhaiteraient. Vous savez, ce grand argument des gens pour lesquels il y a plein de travail en France, mais qui refuseraient de travailler. Quelle théorie il y a derrière? Une théorie qui a été élaborée à partir des années 50-60, la théorie du capital humain, qui a été développée par des auteurs comme Gary Becker, etc., qu'on retrouve, mobilisée par des auteurs comme Gary Bobo. Mais c'est normal, c'est une théorie extrêmement courante, et qui nous explique quoi? Que dans la vie, on a 3 grands temps. L'enfance qu'on laisse de côté, ben, enfin, on va le voir. Vous voyez, j'ai mis T0 pour la naissance, TN, c'est la mort, grosso modo, en fonction de notre espérance de vie, avec 3 grands temps, les études, la formation, ensuite notre période d'activité et la retraite. Et on va voir pourquoi j'ai pas mis naissance et études, parce que nous sommes capables, nous devrions être capables. Et là, on voit ce processus de rationalisation du monde que j'évoquais. Là, c'est un argument directement évoqué. Les étudiants ne font pas un choix rationnel. Ils vont aller faire des études, je ne sais pas, sur le point-virgule chez Goethe, est-ce que c'est ça qui va leur donner du travail, bon sang de bon. Donc, une première idée, c'est que les études n'ont pas d'intérêt en soi, elles n'ont d'intérêt que pour la qualification qu'elles donnent pour trouver un travail derrière. Donc là, ici, on le voit, pourquoi est-ce que du coup les études sont considérées comme une marchandise, comme les autres par les économistes? Parce que les études ne sont qu'un moyen de faire autre chose. On est dans le domaine de la marchandise, j'achète des biens, j'achète des services pour faire autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? C'est avoir un métier qui me donnera un revenu pendant toute ma période d'activité et pendant ma retraite. Et l'argument de base des économistes en faveur de la privatisation de l'enseignement supérieur, ou en tout cas en faveur d'une augmentation radicale du prix des études, c'est d'obliger les étudiants à se dire, à prendre conscience de ce que coûtent des études, et de voir si ce coût, ils pourraient l'assumer s'ils devaient le payer. Donc quel est le meilleur moyen de les obliger à rationaliser leur choix d'études? C'est les faire payer plus cher, tout simplement. Parce qu'on pourrait dire dans le vague, mais oui, vos études vous serviront à avoir un métier. On le voit, c'est l'image, surtout en lettres, sciences sociales et humaines, l'étudiant un peu glandeur, qui vient là, qui va faire de la philo, qui va réfléchir, qui va rien faire, je ne veux pas travailler, machin, qui en plus sera un gréviste. Eh bien, il faut lui botter le cul et lui dire voilà ce que ça coûte tes études, mon petit gars. Et déjà, il faut que tu arrives à les payer, que tu travailles aussi pour financer les études des autres. C'est ça, des gens qui réfléchiraient pas à ce que ça a coûté leurs études et qui plus tard ne financeront éventuellement pas celles des autres. Donc, il faut augmenter les frais d'inscription. Mais c'est littéralement, bien entendu, j'utilise peut-être des termes un peu plus fleuris que ceux qui sont utilisés par la science économique, qui est bien entendu bien plus posée. Mais l'argumentaire, c'est celui-là. C'est de dire il faut que les gens prennent conscience et rationalisent leur choix d'études. Le meilleur moyen, c'est d'augmenter les frais d'inscription. Problème. Augmenter les frais d'inscription, ça veut dire que tout le monde ne pourra plus faire d'études. À tout problème, une solution sur le marché. Il faut donc développer les prêts étudiants. Et c'est pour ça que, lorsqu'on lit ce qu'on a eu dans le Wikileaks de l'enseignement supérieur, mais qui en réalité était déjà là dans le programme de Macron, c'était en filigrane. On augmente les frais d'inscription, mais par contre, on développe le crédit étudiant, comme aux États-Unis. Et du coup, ça veut dire que les étudiants vont réfléchir à qu'est-ce que ça me coûte d'emprunter, quel salaire il va me falloir pour rembourser mon crédit pendant toute ma période pendant une partie de ma vie. L'idée, ce serait que du coup, je dois calculer en tant qu'étudiant la période sur laquelle je vais rembourser mon crédit étudiant, ensuite la période sur laquelle je vais pouvoir enfin prendre un crédit immobilier, pendant combien de temps je vais le rembourser, est-ce que j'arriverai à vivre assez mieux pour avoir remboursé tous les crédits que j'aurai contractés au cours de ma vie. Donc j'anticipe, j'assume mes choix, et là on est dans des grandes vertus néolibérales, mais qui sont des grandes vertus de la modernité. Faire des choix
en pleine conscience, et c'est ça aussi le développement de l'individu, être capable de prendre sa vie en main, d'anticiper, d'être responsable de ses choix, de se projeter dans le futur, d'agir en adulte. Et d'agir en adulte de plus en plus tôt, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la réforme du bac, mais là on demande maintenant aux gamins, à partir de la seconde, de choisir les meilleurs cours pour pouvoir faire ensuite les meilleurs masters qu'ils feront. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, avec la mise en place de Parcoursup, que l'entrée en licence, alors il vient de parler des masters, des licences, donc master c'est après la licence. L'entrée en master est conditionnée par la licence qu'on a faite. La licence dans laquelle on va rentrer est conditionnée par le bac qu'on a passé. La qualité du bac qu'on a passé dépend des options qu'on aura choisies à l'intérieur du bac, c'est-à-dire les différents cours optionnels qu'on aura choisis pour se faire le meilleur parcours possible, Autrement dit, c'est en seconde qu'un gamin doit maintenant choisir ce qu'il fera en master. 8 ans plus tard. Bien entendu, en ayant aussi anticipé le coût du crédit. D'où l'importance de faire plus d'enseignement en économie dès la seconde pour apprendre aux gamins à calculer un taux d'intérêt, à l'actualiser. Et bien entendu, ces choix, vous le savez tous, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, ce qui se passe en seconde a été déterminé aussi par ce qui s'est passé en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième. Autrement dit, le choix du collège avant le choix du lycée. D'autant plus maintenant qu'il n'y a plus de carte scolaire, ce qui veut dire que pour rentrer dans un lycée, ce qui veut dire aussi que quand l'enfant va choisir ses options en seconde, et donc le bac qu'il va passer, suivant le lycée dans lequel il sera, il aura plus ou moins de choix dans les options qu'il pourra mettre en œuvre et donc dans le parcours qu'il pourra avoir. Et cette idée de parcours, pour le bac, on est en train maintenant en plus de la basculer en licence. Là maintenant, il y a l'arrêté licence qu'on est censé mettre en application. Normalement, une licence c'était 3 ans. En 3 ans, un étudiant doit avoir 180 crédits d'enseignement. Et là, on vient de nous dire que ces 180 crédits, l'étudiant peut les obtenir comme il veut entre 2 et 4 ans. Un étudiant très doué peut obtenir sa licence maintenant en 2 ans, celui qui est un peu moins doué en 4 ans, avec l'idée que les étudiants piocheraient maintenant qu'il n'y aurait plus de parcours, même à l'intérieur de la licence. Vous choisissez. Nous, bien entendu, en tant qu'enseignants à la base, vous voyez, quand on se dit, il servait en préambule, on se dit, mais non, c'est pas possible. Quand mes collègues commencent à nous dire, vous allez voir ce qu'ils sont en train de nous pondre pour la licence. Non, tu déconnes, c'est pas possible. Ils vont quand même pas permettre aux étudiants de choisir de prendre un cours de niveau 3 avant d'avoir fait le cours de niveau 1. Vous verrez. Eh ben, on ne sait pas ce qu'on va faire. Là, typiquement, voilà, on nous dit les étudiants pourront choisir les cours qui suivront. Ça fera partie de leur droit. Un étudiant pourra dire, mais vous ne pouvez pas empêcher de suivre ce cours. La seule chose qui pourra l'empêcher, c'est est-ce qu'il peut suivre 2 cours en même temps? Et comme ce sera la même chose au collège, enfin au lycée, est-ce que vous pouvez suivre 2 options en même temps, etc. Qu'est-ce qu'on lui dira? Cette option, tu ne peux pas la suivre en même temps, mais si tu veux vraiment la valider, il suffit de prendre l'enseignement à distance. Et on nous dira de plus en plus, mais oui, comme tous les cours se chevauchent, il faut que pour chaque cours, il y ait un enseignement à distance. Et cet accès à l'enseignement à distance, on va le rendre payant, parce qu'il y aura tout un travail d'accompagnement des étudiants, etc. Et si nous, on ne le fait pas directement, peut-être que des entreprises privées diront, mais nous, on vous accompagne pour ce parcours d'options, etc. On peut accompagner vos enfants qui n'auront plus de profs en face d'eux, mais qu'on pourra accompagner le soir ou dans la journée pour qu'ils puissent réussir leurs cours sur les espaces numériques de travail, etc. etc. Donc, on demande à des gamins, aujourd'hui, grosso modo, à l'âge de 14 ans, de savoir ce qu'ils vont faire pendant toute leur vie, de manière totalement ahurissante. Parce que tous les travaux de prospective qui sont faits nous montrent qu'on ne connaît pas 75 à 80% des métiers qui seront faits d'ici 2030. C'est-à-dire qu'on est en train de demander maintenant à des gamins de se positionner, avec la logique qu'il y a derrière. On verra ce que ça donne. Ce que ça peut donner, ça peut nous donner la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, 1500 milliards de dollars de dettes étudiantes, contre 579 en 2008, multiplié quasiment par 3. 44 millions d'étudiants américains sont endettés. Ils ont une dette moyenne qui leur reste de 27 000 $, mais 20% sont à plus de 100 000 $. Au départ, les dettes qu'ils contractent sont entre 30 et 100 000 $. Frais d'inscription à Harvard, 70 000 $. 1 million d'étudiants par an en défaut de paiement, qui ne peuvent pas rembourser. 10% du total avec des retards des paiements. On estime, sur les derniers chiffres qui sont sortis,
qu'il y a 8 millions d'étudiants américains dans le rouge. On pense qu'il y a 15 millions d'étudiants qui ne pourront pas rembourser dans les années à venir, et jusqu'à 40% en 2023. 600 milliards qui ne seront pas remboursés. Le prochain grand crack, c'est de là qu'il va venir. Parce qu'en fait, on retrouve les mêmes mécanismes que ceux qu'il y a eu pour les subprimes et que j'ai eu l'occasion de démontrer ici. On donne accès, pour les subprimes, on a permis à des ménages américains d'accéder à des prêts immobiliers risqués parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les rembourser. On a fait la même chose avec les étudiants. Pourquoi? Parce que qui va garantir, en dernier ressort, ces crédits étudiants? Pourquoi est-ce que les banques prêtent à tour de bras? Parce que derrière, c'est la réserve fédérale américaine qui va devoir payer. Vous savez quoi ce merveilleux système? C'est celui qu'on va mettre en France, en place. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes aux États-Unis pour le remboursement? Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui, de fait, ont du mal à trouver un emploi à hauteur de la qualification pour laquelle ils ont payé. Ils se sont endettés pour 70 000 $ pour avoir une formation qui leur donne derrière accès à un métier en fait, qui ne correspond pas du tout à ce niveau de qualification. Et on a un paradoxe actuellement aux États-Unis. On a un taux de chômage qui est aux alentours de 4%, je crois, pour les 17-23 ans, donc quelque chose de très faible pour les jeunes, ceux qui sortent des études, qui viennent d'en sortir, etc. 17-30 ans, même, c'est vrai. Sauf que derrière, ils ne trouvent pas de boulot avec ce niveau de qualification. Autrement dit, si on reprend le schéma qu'on avait, ils ont fait un calcul, ils ont estimé un salaire à partir du niveau de formation qu'ils pensaient avoir, mais ce niveau de formation qu'ils ont obtenu, ils ne trouvent pas de boulot derrière. Du coup, ils n'arrivent pas à rembourser, ils sont obligés de reprendre du crédit pour rembourser, sauf que on leur a prêté une première fois à un taux très bas, mais la deuxième fois, le crédit devient plus risqué, et bam, on les fait payer plus cher. Le même mécanisme que pour les subprimes. Et vous imaginez? Autant d'étudiants qui ont du mal à rembourser leurs dettes, alors que l'économie américaine est prospère actuellement, avec seulement 4% de taux de chômage. Qu'est-ce qui va se passer si on a un problème de ralentissement de l'activité économique? Ça veut dire que si on a un problème de ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, c'est un problème qui pourrait être juste un ralentissement, ce ralentissement d'activité va se transformer en crise systémique à cause de cette incapacité des étudiants à rembourser leur crédit étudiant. C'est absolument ahurissant comme situation. Mais c'est marrant, parce qu'au moment de la crise des subprimes, Sarkozy voulait mettre en place le même type de crédit immobilier que ce qu'il y avait aux États-Unis, le crédit hypothécaire. Nous, on n'est pas loin d'une crise de crédit étudiant aux États-Unis, mais c'est ce qu'on veut mettre en place. Alors, du coup, une pression sur les étudiants, c'est aux étudiants d'être rationnels. Une pression sur les enseignants, c'est à nous finalement de faire venir le plus d'étudiants possible, hein, etc. Du coup, et comme je vous le disais, la dernière grande nouveauté, c'est qu'on nous demande maintenant de répondre à des appels d'offres. Voilà, on demande aux enseignants de se mobiliser, de mobiliser les directions d'université, de se grouper avec d'autres universités, de répondre à des appels d'offres. L'Agence nationale pour la recherche propose de financer, par exemple, à hauteur de 1 million d'euros, ce qu'on appelle des écoles universitaires de recherche. Ces écoles universitaires de recherche, c'est quoi? Ce sont des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui ne délivreront que le niveau doctorat ou le niveau master. Et là, on en revient à ce qu'on disait au départ. Une logique qui conduit à mettre l'accent sur la recherche et pas sur l'enseignement. Autrement dit, vous voyez comment on demande aux enseignants d'intégrer la contrainte et de mettre en œuvre les réformes. On nous dit que vous n'avez plus de fric. Pour une université comme Paul Valéry, 1 million d'euros, c'est colossal. Ça nous permettrait de faire tourner le centre universitaire du Béclin sans aucune difficulté. On nous dit, il faut y aller. Pourquoi est-ce qu'il faut y aller? Parce qu'on n'a pas de fric. Première raison. Donc il faut se lancer dans la réponse à l'appel d'offres. Deuxièmement, oui c'est vrai, ça va nous obliger à accepter que nos universités vont se scinder. On aura d'un côté les collèges universitaires qui vont jusqu'au niveau licence, et d'un autre côté les établissements universitaires, les écoles universitaires de recherche qui ne feront que le niveau master et doctorat. Donc on va accepter non pas des universités à deux vitesses en fonction de Paris-Dauphine et Montpellier par exemple, déjà un système universitaire à deux vitesses. Non, tout simplement, on va déjà nous demander de scinder nos établissements. Et on se dit, c'est contraire à nos principes, mais c'est toute la force de ces réformes. En même temps, si on n'y va pas, les autres vont y aller. Si les autres y vont, c'est eux qui vont récolter le fric. Si ils récoltent le fric, ils vont pouvoir financer leur formation, ils vont attirer des étudiants français et européens, des étudiants étrangers, ça va leur faire rentrer plus d'argent que nous, on n'aura pas. Vous voyez cette logique concurrentielle qui est mise en place. Et on ne passe pas par le marché pour cette mise en concurrence. On passe tout simplement par des appels d'offres de l'Agence nationale de la recherche.
Et je conclurai là-dessus parce que dans cette logique, comme je vous le disais, le néolibéralisme passe par plus de bureaucratie, notamment par les agences. On le verra dans 3 semaines aussi, l'Agence française de la biodiversité, des agences régionales de la biodiversité. On aime mettre en place des agences. Les agences sont là pour contrôler que l'utilisation de l'argent est plus efficace. Le rôle de l'Agence nationale de la recherche, ça a été qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, maintenant une quinzaine d'années, on a changé la logique de financement de la recherche dans l'université française. Jusque-là, on était financé, chaque enseignant-chercheur et son laboratoire recevaient une dotation. Et à un moment, on a dit, oui, mais vous filez de l'argent, vous faites de la recherche, vous faites des recherches sur ce que vous voulez, sur le point virgule chez Goethe. Je ne sais pas pourquoi c'est mon exemple de ce soir. Mais voilà. Mais nous, la recherche sur le point virgule chez Goethe, on s'en fout, on préférerait que vous fassiez. Et là, on a des arguments scientifiques et sociétaux. On préférerait quand même que vous concentriez l'argent de la recherche, non pas sur le point virgule chez Goethe, mais sur la recherche contre tel cancer, contre tel machin, qu'il faut se préparer à la transition énergétique, etc. Et comme les taxes que prélève l'État ne servira pas à financer la transition énergétique, les baisses d'impôts sur les revenus, il va falloir quand même que vous trouviez des moyens pas trop chers, etc. Donc, on nous dit, bon, là, on a des arguments scientifiques. Et donc, à un moment, on a dit, il y a toute une partie de vos dotations de recherche qui passeront par la réponse aux appels à projets. L'État a décidé à un moment de dire, oui, on a envie quand même que la recherche soit efficace. Vous savez, avec ce grand truc, et puis à chaque fois qu'on a un problème, de toute façon en France, on va citer De Gaulle, les Français sont des Gaulle, les machins, etc. Et tant pis, De Gaulle et Pompidou, on va chercher. Et là, pour De Gaulle, oui, il y a beaucoup de chercheurs en France, mais on n'a pas de trouveurs. Oui, ça c'est le grand truc. En France, on fait de la recherche, on ne trouverait rien. Quand on regarde le nombre de prix Nobel et de médailles Fields qu'il y a pu y avoir en France, et des types qui ne cherchaient pas des choses bien précises, mais qui faisaient de la recherche, justement, ce qu'on appelle la recherche pure, et non pas appliquée. Enfin bref. Et donc on nous a dit, voilà, il faut que l'argent passe par là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tous, on va candidater à l'Agence nationale de la recherche, on a besoin de fric. Et quand je dis on a besoin de fric, mon dernier ordinateur, je l'ai acheté avec un programme de recherche. C'est-à-dire pour pouvoir se payer aussi des bouquins, des déplacements, des machins, on répond à des appels d'offres, on fait des projets de recherche, on travaille le week-end, on travaille le soir pour ces projets de recherche, bien au-delà de notre temps de travail, pour pouvoir financer en fait le reste de nos activités, très simplement. Alors attention, je ne veux pas dire qu'on ne pourrait pas m'acheter un ordinateur dans mon université, mais ça prendrait plus de temps. Non, on ne pourrait pas me payer des déplacements pour mes recherches. Enfin bref, il faut qu'on aille chercher l'argent, il faut qu'on le finance. Avec l'idée que du coup on va faire une recherche efficace parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Vous voyez, c'est logique. Quelle est la recherche efficace? La recherche que les gens sont prêts à financer. Mais je précise, ça peut être des entreprises, mais ça peut être aussi des collectivités territoriales. Moi, je travaille très souvent pour des collectivités territoriales qui financent mes recherches. Et heureusement que les collectivités continuent à financer un peu de recherche au niveau local, sinon personne ne le ferait. Eh bien, en 2017, 92% du budget distribué par l'Agence nationale de la recherche, l'argent pris par l'État, 390 millions d'euros. L'État a dit, on va vous distribuer 390 millions. Pour obtenir ces 390 millions sous forme de réponse aux appels à projets, le temps passé par les chercheurs à remplir les documents, le nombre de personnes embauchées au niveau administratif pour vérifier que tous les documents étaient bien remplis, les gens qu'on a payés pour évaluer, pour surveiller, tout ça, ça a coûté 357 millions. Autrement dit, 92% du budget affecté pour faire de la recherche a été dépensé pour répondre aux appels d'offres. L'année dernière, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé que le budget de la recherche ne baissait pas en 2017, et même qu'il augmentait. Tous, c'est pas possible. Donc on est tous allés sur Internet, on est tous allés regarder le budget de la recherche. C'est vrai. Tous on sait que c'est pas possible parce qu'on voyait tous dans nos labos la réduction des crédits. On voit réduction CNRS, réduction à l'INRA, etc. On enlève des administratifs, on enlève des postes de chercheurs. Par contre, une augmentation du budget de l'ANR. C'est-à-dire, cette agence qui coûte aussi cher à fonctionner que l'argent qu'elle distribue, oui, on lui a augmenté son budget l'année dernière. Mais pas le nôtre. Vous voyez, c'est donc, et je conclurai là-dessus, vraiment pour ce soir. On voit comment ce processus est finalement très flou, très confus. Et l'État peut dire, je ne me désengage pas de la recherche. Je finance toujours plus à travers l'Agence nationale de la recherche. Mais en réalité, ce n'est pas la recherche qu'on finance, c'est le contrôle des chercheurs. Quand on dit on va ouvrir, donner plus de liberté aux enseignants pour aller chercher, des enseignants-chercheurs pour aller chercher des financements, attirer des étudiants étrangers, machin, etc. Tout ce qu'on nous demande, finalement, c'est quoi dans ce processus? C'est d'être plus innovant, d'aller chercher de l'argent ailleurs, etc. En disant vous avez plus de liberté, donc finalement vous pourrez faire plus de choses derrière.
Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On vient lier les enseignants-chercheurs à des logiques qui ne sont pas celles du service public. Donc certes, il n'y a pas encore de marché pleinement développé, mais les marchés sont en train de se développer. Certes, l'État intervient, il n'y a pas encore de privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en sciences. Mais est-ce que l'enseignement supérieur et la recherche sont encore des services publics? Ce n'est déjà plus le cas. Ce ne sont déjà plus des services publics, ce ne sont plus pleinement des services publics. Et ce que nous montrent tous les signes avant-coureurs des réformes qui sont en cours, mais aussi, encore une fois, pour revenir au début de cette conférence de ce soir, c'est un processus qui a été engagé dans les années 90 au niveau mondial. Certes, il n'y a pas encore, nous ne sommes pas encore dans un système totalement privé et on a encore du service public, mais ces services publics sont en permanence affaiblis et ne remplissent plus effectivement leur mission initiale. Mais ce n'est pas parce qu'on est moins efficace. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, on va avoir le temps pour une ou deux petites questions. Si quelqu'un souhaite en poser une. Bonsoir. Au nom de toute l'assistance, je vous remercie pour l'exposition très claire de ce foutoir radieux qui nous attend. Merci. Bon, alors ça, c'est mon introduction, un peu plus courte. L'autre point, quelques points où je vais intervenir, c'est globalement sur les budgets de dépenses publiques, à savoir les États et les collectivités territoriales. On nous dit c'est 45, 50, 60% du PIB. Deuxièmement, c'est la démographie selon les pays. L'incidence de la démographie, elle est soi-disant heureuse en France. Et troisièmement, l'Europe, c'est-à-dire la liberté de circulation des travailleurs, y compris de tous ceux qui sortent du système éducatif. Alors, comme élément peut-être dans le désordre, en France, en Allemagne, etc., entre la conception et l'arrivée sur le marché du travail, le total des dépenses publiques, d'État, de santé, des collectivités territoriales, ça varie entre 200 000 € et 250 000 € par enfant qui va sortir. Ça, c'est le coût, c'est la nation qui paye. La marchandise est payée par la nation. On peut retirer peut-être des frais d'inscription payés par les parents, c'est négligeable. Maintenant, on regarde l'effet démographique. En France, depuis plus de 40 ans ou 50 ans, on a 200 000 à 250 000 enfants et étudiants en plus que de départs et de décès. Autrement dit, ça coûte 40 milliards par an. Ça n'a rien à voir avec les 400 millions de l'ANR. C'est 40 milliards par an pour la France. Et ça, c'est dans les dépenses publiques. En supplément pour les 200 000. Si on compte tout l'ensemble, ça va faire 160 milliards. Tout financement confondu, de sécurité sociale, allocation familiale, etc. Côté Allemagne, cette pauvre Allemagne, entre les années 50 et 75, ils avaient plus d'1 million de naissances par an, un excédent de naissance, et à la fin des années 70, la situation s'est retournée et ils sont en manque de l'ordre de 250 300 000 naissances par an. Au début, à partir de la maternelle, ils se sont mis à fermer des classes, fermer des collèges, fermer des lycées, et au total, pour boucher les trous, 8,5 millions d'immigrés. Si on considère à partir entre 2000 et 2015, c'est-à-dire en 2000, c'était par rapport au trou des naissances de la fin des années 70. L'Allemagne a importé en travailleurs 3,5 millions. De l'Europe, selon les statistiques, le nombre de Turcs n'ayant pas bougé. Or, 3,5 millions, en prenant le chiffre le plus faible, de 200 000 €, donc ça va beaucoup plus pour les études supérieures, ça fait 700 milliards de dépenses publiques. Alors notre chère Allemagne, sur le dos de l'Europe, des pays de l'Est, du Portugal, de la France, de l'Italie, a un bénéfice
d'une dépense publique de 700 milliards. Ensuite, elle fait des leçons à la Grèce. Nous, on serait plutôt en déficit de 300 ou 400 milliards. Mais ces 700 milliards, si on avait une politique d'éducation européenne comme on a une politique agricole commune, à ce moment-là, ce serait réparti et l'Allemagne aurait payé. Et ni la Grèce, ni l'Italie, ni le Portugal, ni la France seraient en déficit. Bon, alors ça, c'est le point un peu idéal. On n'entend ni Macron, ni ceux qui crient l'Europe, 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 comme dit De Gaulle, de le faire. Mais les enfants et les Français émigrent, il y en a pas mal. Ce sont en dépenses publiques. Chaque émigré coûte au pays de départ. Et ça, on ne le compte pas. Donc, et à l'arrivée, l'Allemagne économise de l'ordre de 70 milliards, 60-70 milliards d'euros par an. Je crois que c'est important. Alors, à l'inverse, le système totalement libéral à l'américaine, tous les étudiants payent, donc à ce moment-là, ils pourraient aussi payer depuis la naissance, ils payent, ils ont de grosses dettes, et à ce moment-là, quand ils vont aller en Allemagne, 30 ou 40% de leurs revenus vont retourner aux banques. Et pour payer, à ce moment-là, on aurait moins de dépenses. Voilà, moi je vais m'arrêter parce que je ne vais pas faire une conférence là-dessus. Non, mais c'est vrai que cette idée de solidarité européenne autour des politiques, bon, si c'était mené comme la PAC, je m'inquiéterais. Hein. Sur le principe. Oui, sur le principe. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand une université nationale finance avec des impôts des gens qui vont aller travailler ailleurs, bien entendu, ça pose un problème sur qui assume le coût et sur cette logique de solidarité. Pour les États-Unis, c'est double bénéf. Hein, quand on voit par exemple les statistiques que j'ai trouvées, c'était sur les étudiants indiens. Ils viennent aux États-Unis, ils payent pour leurs études, beaucoup plus que les étudiants américains, et en plus, les meilleurs restent travailler aux États-Unis, où ils vont payer des impôts par la suite pour financer. Donc pour eux, c'est tout bénéf, hein, effectivement. Je retiens cette idée, je vais réfléchir sur une politique agro-éducative, comme Alors une dernière petite question, si quelqu'un souhaite en poser une, mais petite. On peut s'arrêter là, s'il n'y a plus de questions. On va s'arrêter là. Eh bien, merci pour votre attention, j'espère qu'on se reverra pour les questions environnementales. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Ноги